Cinérama. Le cinéma dans tous ses états. Cinérama, bonjour, nous sommes de retour pour vous parler de l'actualité de la semaine. Alors, au sommaire, deux films qui ont déjà des titres célèbres, puisqu'il s'agit d'Une femme douce et de Lumière d'été, mais vous allez voir, c'est pas tout à fait les mêmes films, c'est pas les films, les classiques, on va vous en reparler. On vous fera une petite sélection DVD, bien entendu. Pour votre dimanche soir, on a choisi un film pour vous distraire votre dimanche. Eh bien, voilà que Guillemette Odissino est avec moi pour parler de ces deux films. Bonjour Guillemette. Bonjour Pierre. Ça va bien? Pas trop fatigué? Parfaitement bien. Parfaitement bien? Parfaitement bien. Parfait. Alors on commence par un film qui nous a fait pleurer de joie et de tristesse et de tout, d'émotion. Et d'énervement à la fin, puisqu'il n'a pas été sacré au palmarès. Au palmarès de Cannes, puisque donc c'est un film qui a été présenté au Festival de Cannes. Il s'appelle Une femme douce, de Sergueï Loznitsa, c'est un cinéaste ukrainien. Et donc, je disais qu'il y a un titre célèbre, puisqu'en effet, il y avait Robert Bresson qui avait aussi signé, il y a pas mal de temps, un film qui s'appelle Une femme douce, mais il n'y a absolument aucun rapport entre le film de Bresson et le film de Loznitsa. Et puis en plus, le titre est, si je peux me permettre, un peu mensonger. En tout cas, elle n'est pas vraiment douce, l'héroïne. Elle n'est pas douce, elle est silencieuse. Elle est silencieuse. Elle est silencieuse. Oui. Et alors voilà, cette femme douce, eh bien, elle habite dans une contrée très très reculée de Russie, et elle reçoit un jour un colis qu'elle a envoyé à son mari prisonnier. Retour de courrier. Retour de courrier. Donc elle s'inquiète. Elle s'inquiète, et donc elle part le retrouver dans une ville un peu lointaine, et c'est là qu'il va se passer des choses. Alors d'abord un petit extrait de la bande-annonce. Петровна, можешь подменить меня на следующей неделе? Случилось что? Мне свидание дали, надо поехать на пару дней. Первый раз, что ли? Муж за что сидит? За убийство. Кого убил-то? Никого. Следующий. Я могу знать, где мой муж. Ночевать ты езди. Меня Зинка зовут. Ну, чтобы помочь. Я могу знать, где мой муж. Ты в тюремный город приехал? Я обо всем договорилась. Людям не верь, они тоже скоты. C'est un film qui aurait, il me semble, pu obtenir absolument tous les prix à Cannes. Non mais c'est vrai, il aurait pu avoir la Palme d'Or parce que c'est un des deux très grands films de Cannes. L'autre, on va en parler très bientôt, c'est le film de Robin Campillo qui sortira la semaine prochaine. Ça aurait pu obtenir le Grand Prix du jury parce que c'est un film un peu exigeant, un peu compliqué. Le prix de la mise en scène parce qu'il y a des plans séquences absolument à tomber. Pour ma part, je crois que je lui aurais vraiment donné le prix de la mise en scène. Le prix d'interprétation, parce que l'actrice est tout à fait étonnante, donc cette femme douce qui n'est pas douce mais silencieuse, et voilà qu'il n'a rien obtenu du tout. Et puis le scénario, parce que c'est un scénario politique, on va en parler. Et puis je ne sais pas pourquoi, une aberration du jury, il est reparti. C'est pas la première de l'histoire du Festival de Cannes, Pierre. Non, il y en a plein. Bon, comment on peut dire à ceux qui nous écoutent qu'il faut aller voir ce film, qui c'est vrai est un peu long, il fait 2h20, dont on ne peut pas dire que c'est un film d'action, un blockbuster américain non plus. Parce que pour le... Ah non, mais... Enfin, c'est pas un blockbuster américain, mais c'est pas ennuyeux. C'est un film incroyablement plein d'événements. Plein de retournements de situation et plein de rencontres. Parce que pour le moment, on a dit que donc l'héroïne était une jeune femme qui donc fait un périple pour aller vérifier si son mari est toujours dans la prison où il est censé être. S'il est en vie, pour commencer. Même. Et s'il est en vie. Et en fait, le long de ce périple, sur la route, dans les villages dans lesquels elle habite. Elle va habiter chez l'habitant. Évidemment, elle n'a pas une thune, on est bien d'accord. Donc, elle va devoir vivre chez l'habitant, demander service. Se heurter à l'administration. Une administration, mais alors ô combien kafkaïenne, qui lui demande toujours un papier qu'elle n'a pas, qu'elle va essayer de se faire par
Voilà. Des gens qui sont censés lui rendre service, mais on a toujours peur d'eux. Donc en fait, ce Des film... flics qui sont là, les flics qui sont là aussi pour l'empêcher d'accéder là où elle doit, où elle peut aller. Et c'est une métaphore absolue, j'imagine, de la Russie, de l'État peut-être un petit peu déliquescent ou compliqué que la Russie est violent, que la Russie vit. Et aussi une somme de rencontres toutes plus absurdes, plus dingues, plus inquiétantes, plus suspicieuses les unes que les autres. Donc, en fait, ce qui est fou, c'est que ça devient presque un thriller. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de se demander, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va lui arriver ? Mon Dieu, qu'est-ce qui va lui arriver ? Il y a une peur diffuse dans tout le film, tout le temps. Alors oui, c'est pas la tour Montparnasse infernale non plus, hein, mais il y a une espèce de danger qui plane tout le temps. Des seconds rôles incroyables. Et ce qui est beau, c'est ce regard de cette femme, en effet, qui regarde ça et qui va d'un guichet à l'autre, d'un personnage à l'autre. Il y a une scène absolument ahurissante où elle aboutit chez celle qui défend vaguement les droits de l'homme. Ah, la directrice d'une association humanitaire. C'est une scène incroyable. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu une mise en scène pareille. C'est à la fois cocasse, absurde, désespérant sur l'humanitaire en Russie. C'est extraordinaire. Et il se permet quand même le luxe, au bout de pas mal de temps, de rompre complètement avec le film. Le film, brusquement, il met une séquence félinienne, à la Fellini brusquement, puisque cette femme douce arrive finalement dans une sorte d'assemblée où on l'accueille, soi-disant... Chut, Pierre. Soi-disant pour l'aimer, pour l'adorer et tout. Non, mais ce qui est génial, c'est la façon dont... Il finit en fantasme, une scène fantasmagorique, folle. Mais ce qui est dit dans cette scène-là, que j'appelle félinienne, c'est absolument incroyable, parce que le président de tout ça, en arrive enfin, il utilise absolument tous les clichés qu'utilisent tous les dictateurs du monde pour justifier leur dictature. C'est-à-dire qu'on entend quand même des choses ahurissantes où il dit, mais nous voulons tout savoir de chaque citoyen, mais pour son bien, pour le protéger. Ce qui est quand même ce qu'on entend tout le temps. Enfin. Et puis, cette chose qui me fait avoir le frisson, c'est il faut habituer le peuple avec sa police. Il faut faire régner la paix entre le peuple et la police. Il faut que le peuple aime sa police, qui la tourmente, évidemment. Oui. Donc, je trouve ça absolument ahurissant comme film. Voilà. Et que dire d'autre d'y aller ? C'est vraiment une mosaïque fascinante. Avec des mouvements, des scènes collectives aussi, des scènes de bistrot, évidemment. La scène de bistrot, parce qu'on picole, ça, pour picoler, on picole. Et les scènes de train aussi, quand elle va la première fois, avec tous ces personnages-là qui évoquent leur passé. Alors, il faut dire que Loznitsa, le réalisateur, est un documentariste, et il dit que, par exemple, bien des personnages, il les a rencontrés pour des documentaires qu'il a fait avant, et il les a pris de ces documentaires pour en faire des personnages de fiction. Et c'est vraiment un réalisateur documentariste et de fiction important, semble-t-il. La preuve, c'est qu'on lui aurait donné la palme. Franchement, oui, si les gens sont un petit peu inquiets devant cet objet, peut-être effectivement un peu impressionnant, qu'ils y aillent, qu'ils plongent dedans, qu'ils plongent dans cette Russie-là. Voilà, plonger. Avec pertes et fracas. Plonger. Alors, deuxième film qui s'appelle, donc là aussi, il a un titre célèbre, qui s'appelle Lumière d'été, mais alors Lumière d'été avec un S, oui. Alors que le film de Grémillon, qui date d'il y a quelques années, pas mal d'années maintenant, s'appelait Lumière d'été au singulier. Alors, Lumière d'été, c'est l'histoire d'un jeune cinéaste japonais, mais qui vit en France, et qui revient à Hiroshima pour... y trouver encore des témoignages sur des survivants et des catastrophes. On regarde un extrait de la bande-annonce. 年を取って成長したなんて思わないけど、諦めるのを学ぶことってそんなに簡単じゃないんだろうね。来て。
はい。 Le cinéaste qui a tourné ce film s'appelle Jean-Gabriel Perriot. C'est un peu le double du personnage qu'on voit sur l'écran. Il est aussi cinéaste. Et, voilà. Et donc, ça commence comme presque une scène de documentaire. En effet, il y a une dame qui témoigne, une vieille dame qui témoigne des horreurs qu'elle a subies à Hiroshima. C'est pratiquement comme un documentaire. Sauf que non. C'est une actrice. Sauf que non, c'est une actrice. C'est une actrice incroyablement convaincante, cette vieille dame. Et ensuite, donc, une fois qu'il a fini sa mission, il s'apprête à rentrer en France et donc il croise une jeune femme qui va lui faire connaître, lui rappeler le Japon éternel en quelque sorte. Oui, lui faire visiter le Japon actuel, mais finalement dans un parfum de Japon, de pérennité, de souvenirs, alors voilà, et peut-être de fantômes. Et peut-être de fantômes, puisqu'on comprend un peu vite, assez vite, mais c'est pas grave qu'on comprenne assez vite ce dont il retourne et qu'on ne révélera pas, parce que l'essentiel est plutôt sur le charme de cette balade, c'est-à-dire que elle l'entraîne dans un petit village où il y a un vieil homme et un petit garçon qui pêchent, et elle l'emmène dans des lieux qu'il n'aurait pas connus, lui, cinéaste qui habite en France. Et il y a un vrai charme dans ce film, léger et très grave, puisque quand même, il y a toujours la catastrophe tout repose qui plane, sur cette quand douleur même. Et c'est fondamentale. les changements qu'il y a eu au Japon. C'est un joli film. Alors, je vais le dire pour moi, pas plus que ça, mais c'est déjà ça, qu'il soit joli et agréable à suivre. C'est très gracieux et on sent vraiment, pour le coup, l'admiration du cinéaste pour le cinéma japonais éternel. Bien sûr. Parce qu'il y a une manière comme ça de passer d'un lieu à un autre et de capter des petits moments de la vie, aussi des nuages, de l'atmosphère qui... bien sûr de loin, avec hommage et respect, mais évidemment se réfère à Ozu, à tout ce cinéma japonais qu'on a toujours adoré dans sa captation très subtile, très gracieuse du quotidien. Et encore une fois, temps qu'il fait, du temps japonais. Ce qui est très réussi, c'est la gravité des 20 premières minutes qui s'oppose non pas à la légèreté ensuite, mais cette espèce d'entre-deux où il y a toujours en effet la possibilité de vivre et de survivre, et malgré tout le passé qui est là et qu'il ne faut surtout pas oublier. Oui, c'est vraiment, et pour les spectateurs, enfin vraiment on conseille d'aller le voir, c'est vraiment pour le coup la vie après la mort. Y compris dans la petite surprise du film. Voilà, c'est un très 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 joli film qu'on vous conseille. Alors, petite séquence DVD maintenant. Alors, comme chaque semaine, on choisit un DVD plutôt récent, enfin sorti il y a quelques mois, et puis un patrimoine. Alors, le plutôt récent, on a choisi un film qui a eu beaucoup de presse, mais qui n'a peut-être pas eu tout le succès. Oui, assez de public. Parce qu'il y a 15 films qui sortent par semaine, c'est compliqué quelquefois de le choisir tout de suite. Et le film donc s'appelle Paris la Blanche de Lydia Terki, qui est donc là aussi une odyssée. Il y a aussi quelqu'un qui... Oui, et là aussi un film sur la notion de lieu, des endroits d'où on part, les endroits où on arrive, et qui finalement se ressemblent. C'est-à-dire c'est l'histoire d'une vieille dame, en tout cas d'une femme à mûre, qui quitte son petit village algérien, vraiment son bled, parce que elle voudrait bien en fait récupérer son mari, qui est parti en France depuis des années pour travailler et envoyer de l'argent. Et en fait, ça fait quelques années qu'elle n'a plus de nouvelles par courrier, qu'il n'envoie plus d'argent. Elle s'inquiète. Et avec son petit sac à main, son petit par-dessus et sa petite valise à roulettes, elle prend le bateau, elle arrive à Marseille, après elle monte à Paris. Elle est un peu paumée pour le retrouver. Et là, elle est prise plus ou moins en charge, ou en tout cas protégée par quelques personnes du 18e arrondissement. Voilà. Donc, Carole Rocher est patente. Cette actrice est épatante, on ne la voit pas assez. Et c'est très vrai ce que tu dis, parce que généralement, il y a toujours un côté exotique à peindre par Bess, Pigalle, etc. Et là, c'est fait avec une tendresse. Ah oui. Quelques clandestins très sympas. Carole Rocher, qui est un peu mon Dieu, mais la maman la bonne sœur des pauvres, là, qui est constamment en train d'aider tout le monde et qui d'ailleurs ça lui fout en l'air sa vie quotidienne. Elle passe que ça dans sa vie. Et donc, un petit épicier pakistanais.
Personne ne parle forcément la même langue là-dedans. Et tous ces, en fait, Il y a une vraie tendresse. Et oui, tous ces exilés vont s'entraider pour trouver le mari de la dame. Voilà. Et donc, on peut dire qu'elle va le trouver. C'est pas une... Ah, mais alors ça... Et puis, quand elle le trouve, cette mini-odyssée se transforme en une espèce d'histoire d'amour assez poétique. Je ne sais pas pourquoi, on pense de temps en temps un peu à Jacques Tati ou au cinéma muet, parce que son mari... Il a une espèce de petite silhouette comme ça, incroyablement émouvante. Il ne parle pas beaucoup parce qu'il est très pudique. C'est compliqué aussi un vieux couple qui se retrouve au bout de plusieurs années. Même ils sont pas s'embrasser. Ils ne sont pas vus depuis des années, 30 ans. Plus, oui, je pense que physiquement, ils n'ont plus eu de contact depuis des années où ils ont fait des enfants au bled. Voilà. Et en fait, c'est d'une tendresse, tout ça, d'une pudeur. C'est très, très joli. Et jamais mièvre. Ah non, jamais. Jamais mièvre. Très joli. Alors, je voudrais quand même citer le nom de l'interprète, qui s'appelle Tassidate Mandi, qui porte le film. Parce que c'est elle qu'on voit tout le temps, c'est elle qui est notre porte-parole, c'est elle que l'on suit. Et ce qui est dingue, c'est que cette actrice est réputée pour avoir un tempérament de feu. Elle a fait des one-woman shows et des choses comme ça. Et donc, elle est vraiment à contre-emploi parce que là-dedans, c'est la petite dame qui trottine. C'est ça. Elle est vraiment magnifique. Alors, donc, ça s'appelle Paris la Blanche et c'est chez ARP Sélection. Et alors, le patrimoine, c'est un film de Claude Autant-Lara, qu'il faut voir si on l'a pas vu, qu'il faut revoir si on l'a vu. Il s'appelle Douce, dans les années 40. Le si génialement méchant Claude Autant-Lara. Ouais, le dur, qui a mal tourné. Alors, au seul cas de le dire à la fin. C'est le problème quand on est trop anard. Et un art de gauche, on vire complètement. On peut mal tourner de l'autre côté. Etc. Mais alors, la Douce, c'est quand même un de ses premiers films. C'est Orange et Bost qui l'a révélé. Comme scénariste, oui. Comme scénariste. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui est amoureuse. Ça se passe au 19e siècle, dans un milieu très huppé, et Douce est amoureuse d'un beau jeune homme d'une classe populaire, bien sûr. Qui n'est pas de sa condition. Qui n'est pas de sa condition. Et voilà, donc c'est d'une méchante... On ne va pas raconter l'histoire, c'est mieux peut-être de raconter un personnage et une réplique. Le personnage, c'est Marguerite Moreno, qui joue la parente donc, de Douce, et qui, comme toute grande bourgeoise, visite ses pauvres. Visite ses pauvres. Et la visite de Marguerite Moreno aux pauvres, c'est un moment absolument inoubliable. Faut le voir. Ah oui, il faut le voir. C'est un résumé parfait de l'empathie condescendante. C'est atroce. 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 Et alors, il y a une réplique qu'elle dit à une pauvre déshéritée, elle dit, Marguerite Moreno dit, je vous souhaite la patience et la résignation. Et il y a l'amoureuse, celui que Douce aime, qui est un régisseur anard, et qui dit, c'est pas ça qu'il faudrait leur souhaiter, c'est pas la patience et la résignation, c'est l'impatience et la révolte. Et là, on voit déjà tout Autant-Lara se profile, Autant-Lara qui fera un tout petit peu plus tard, Occupe-toi d'Amélie, et puis qui fera la traversée de Paris. Et qui fera crier à Jean Gabin, salaud de pauvre. Salaud de pauvre, le diable au corps qu'on a oublié. Enfin, c'est un grand cinéaste qui est mort un tout petit peu dans l'indifférence générale à cause de ses opinions politiques douteuses, mais il ne faut pas oublier que le mariage de Chiffon, Douce, Occupe-toi d'Amélie, la traversée de Paris et le diable au corps, c'est quand même absolument formidable. Ce sont de grands films. Et bien voilà pour les DVD. Et on va quand même finir par un petit film télé. Comment ça, un petit film? Ah oui, enfin, une soirée télé, dimanche. Un petit film d'un grand réalisateur avec un grand acteur. Voilà, c'est sur C8, Guillemette, qu'il passe. Et c'est un film de Claude Chabrol qui s'appelle L'inspecteur Lavardin. Alors, l'inspecteur Lavardin, c'est la deuxième... mais c'est pas la suite, donc c'est pas grave. C'est juste le même personnage récurrent. C'est le même personnage qu'il avait qu'il avait adapté. Dans Poulet au vinaigre. Dans Poulet au vinaigre, qui était au moins aussi bien, sinon mieux. Et l'inspecteur Lavardin, ça commence par une scène... Eh bien, ça se passe en Bretagne, sur une plage bretonne. Oui, et en bas d'une falaise est retrouvé le corps d'un notable, vous voyez, du coin, donc bien en chair, à moitié à poil, avec marqué dessus « porc ». Voilà, donc il n'a pas été assassiné dans des conditions très sympathiques. On reste dans 12, toute proportion gardée. Oui, c'est un peu la Marguerite Moreno. Et donc débarque, pour mener l'enquête, l'inspecteur Lavardin. Alors l'inspecteur Lavardin, extraordinaire Jean Poiret, c'est-à-dire un flic un peu obsessionnel, qui peut avoir des méthodes
violente Oui. quand il a vraiment envie de connaître la Dans- vérité. Hein, il peut vous prendre au col Dans pour Poulet vous au vinaigre, secouer. il plongeait la tête de Michel Bouquet dans là pour le Voilà. faire avouer. Enfin, c'est pas ça le gênait pas du Obsédé tout. par les œufs au plat, avec juste un peu de paprika dessus. Mais attention au paprika. Voilà, pas trop non plus, une pincée. Donc, extraordinaire Jean Poiret, et qui, au gré de son enquête, va retomber en fait sur un ancien amour, interprété par Bernadette Lafont. Voilà. Et Rien que ça. il y a à nouveau Jean-Claude Brialy. Il y a à nouveau Jean. Non, pas Non, dans il le y a- premier. il y a Jean-Claude Jean-Claude Brialy Brialy. qui n'était pas dans Poulet au vinaigre. Donc là, il y a Jean-Claude Brialy. Jean-Claude Brialy qui fait des yeux. Il peint des yeux. Bah oui, il fait des yeux des yeux. en porcelaine. Il peint des yeux en porcelaine. Vous imaginez qu'à un moment, quand l'inspecteur Lavadin s'énerve et qu'il l'interroge dans son bureau où il est en train de peindre des yeux en porcelaine, la collection d'yeux en porcelaine. Pas sûr qu'elle soit pas piétinée par inspecteur Lavardin, Voilà. légèrement énervé. Enfin, si on aime Chabrol Bah oui, non mais. Hein. Et puis Jean Poiret. et Jean Poiret. Et Jean Poiret. Quelle classe absolue. Quelle causticité. Et ben voilà, j'espère que vous allez apprécier cette semaine. Alors, je vous signale que la semaine prochaine, on parlera de deux films qui ont été à Cannes, Oui. qui ont été primés à Cannes, Oui. à juste titre, pour l'un d'eux en tout cas. Ah, ça y est, bah moi je trouvais à juste titre pour l'autre aussi, Pierre. Oui. Ouais. Oui, mais, attends, mais on a commencé l'émission en disant qu'une femme douce aurait quand même mérité un prix aussi. Alors voilà. Certes. Bref, la semaine Mais prochaine. n'empêche que les proies de Sofia Coppola, c'est bien quand même. Alors voilà, on parlera des proies de Sofia Coppola, qui est bien, voilà. Et on parlera surtout du film de Robin Campillo, 120 battements par minute, qui a fait pleurer tout le monde, mais qui est mieux qu'un tire-larme. Hein. C'est quand Ah, même, mais c'est c'est quand même incroyable. mieux, parce que il ne s'agit C'est pas de dire incroyable. on pleure, on pleure, on pleure, on pleure. Oui, Et bien sûr, et on au-delà est aussi ému, de mais l'intensité du sujet, c'est vrai que l'expression est un petit peu galvaudée, mais alors là, pour le coup, c'est une leçon de mise en scène, ce film. voilà. Et bien donc ça vous fait quand même une belle rentrée, une belle semaine et une belle semaine à venir. Merci Guillemette. Merci Pierre. À la semaine prochaine. Cinérama. Le cinéma dans tous ses états.